Cette conférence s'appelle donc Glyphosate, mythe ou vrai problème. Donc c'est la vraie question. Vous savez que c'est une substance dont on parle beaucoup, qui est très controversée, qui a ses défenseurs, qui a ses détracteurs. Sur ce plateau, je vais d'abord vous présenter les deux intervenantes d'aujourd'hui, qui nous ont fait le plaisir de venir ici à Strasbourg. Donc immédiatement à ma droite, Marie-Monique Robin, qui est journaliste, qui est documentariste, qui est auteur d'une enquête dont vous avez sans doute entendu parler, qui est parue en 2008, qui s'appelle Le Monde selon Monsanto, et qui a été suivie, si on peut dire, qui a eu une suite, si on peut dire, l'année dernière, en 2017, par une autre enquête qui s'appelle le Roundup face à ses juges, qui est une enquête sur à la fois Monsanto et le glyphosate. Et tout à l'heure, Marie-Monique Robin nous précisera que ce dernier livre, le Roundup face à ses juges, vient d'avoir un prix aujourd'hui même, qui donnera lieu à une remise de prix par Nicolas Hulot à l'Assemblée nationale en décembre. C'est quand même... voilà. C'est le prix littéraire des droits de l'homme. Le prix littéraire des droits de l'homme. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle tout de suite de Monsanto? Parce que pour le rappeler, pour ceux qui ne seraient pas au courant, pour le disant très vite, et après je parlerai d'Eugénia Pomaré, je ne vous oublie pas Eugénia, le glyphosate c'est le composant actif du Roundup, le Roundup qui est un herbicide ou un désherbant commercialisé par Monsanto. Donc quand on parle glyphosate, on parle très vite Roundup, quand on parle Roundup, on parle très vite Monsanto. Donc vous allez voir que souvent ces trois problématiques-là sont liées. À ma droite, un peu plus loin, Eugénia Pomaré, donc, qui est directrice générale de l'Union des industries de la protection des plantes, l'UIPP, qui est un groupement qui rassemble tous les fabricants de produits phytosanitaires. Les produits phytosanitaires, c'est l'autre nom des pesticides, et qui regroupe par exemple Monsanto, Bayer, Syngenta, etc. Et qui a donc effectivement sur ces questions-là aussi beaucoup, mythe ou vrai problème, beaucoup de choses à nous dire. Très rapidement, je vais vous faire un bref rappel pour ceux qui ne seraient pas familiers de la question du glyphosate. Le glyphosate, c'est donc, comme je vous le disais, c'est un herbicide, un désherbant. Il tue ce qu'on appelle les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, quoi. C'est un produit qui est commercialisé depuis 1974, et si on en parle beaucoup, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le Roundup, c'est l'herbicide le plus vendu au monde. Sachez qu'il s'en écoule à peu près 800 000 tonnes chaque année, dont à peu près 8 000 tonnes rien qu'en France. Entre 7 et 9 000 tonnes rien qu'en France. Le glyphosate est surtout vendu sous sa forme Roundup, effectivement, produit par Monsanto. Et comme on le disait, c'est un produit très controversé, puisque, comme vous le savez sans doute, il promet d'être interdit en France d'ici 2021, encore que cette promesse ne soit pas inscrite stricto sensu dans la loi. En tout cas, ça a été une décision qui a été prise par le gouvernement français. Et on a appris hier même, ou ce matin même, que l'Allemagne promettait aussi d'interdire cet herbicide d'ici 2022. Donc là, ça commence à être effectivement des décisions qui sont lourdes. L'Allemagne, c'est quand même le pays de Bayer. C'est quand même... Bayer qui a racheté... Qui a racheté Monsanto, oui, et qui produit lui aussi des produits phytosanitaires. Qu'est-ce qu'on reproche très rapidement? Je ne vais pas faire le speech à la place de nos deux intervenants, mais qu'est-ce qu'on reproche au glyphosate en général? Il est d'abord accusé d'être mauvais pour la santé, d'être dangereux pour la santé. Vous savez que peut-être que le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, donc qui est rattaché à l'OMS, l'a classé cancérogène probable pour l'homme, que la justice américaine cet été a donné raison à un plaignant qui s'appelle Dwayne Johnson, qui est un jardinier américain atteint d'un cancer généralisé, et a donné raison dans sa plainte contre Monsanto et a estimé, pour le dire très vite, que Monsanto avait empoisonné Dwayne Johnson et que donc le Roundup qu'il utilisait était directement concerné par cet empoisonnement, quoi. Par ailleurs, il y a presque 8000 plaintes rien qu'aux États-Unis pour empoisonnement qui sont déposées à la justice américaine. On l'accuse, ça on en parlera rapidement. Les enquêtes de Marie-Monique Robin notamment ont condensé comme ça les études scientifiques qui l'accusent d'être ce qu'on appelle tératogène, c'est-à-dire de provoquer des malformations de l'utérus,
sont congénitales chez les bébés exposés in utero. Voilà, pardon. Oui. Des malformations. C'est des- les enfants qui naissent avec des c'est- malformations. Voilà, oui, pas de l'utérus, Comme pardon, Théo, le petit du Théo. fœtus, pardon, du fœtus, pas Voilà, de l'utérus. voilà. Pardon, j'ai dit l'utérus, c'est du fœtus, malformation du fœtus, de provoquer des maladies graves du foie, du rein, des dérèglements du système hormonal, et peut-être des maladies neurodégénératives, de l'autisme. Et par ailleurs, il est aussi accusé d'être très mauvais pour les sols, mais ça aussi, Marie-Monique Robin nous expliquera pourquoi. Du côté des pro-glyphosates, car il a ses défenseurs, on dit souvent qu'il y aurait 800 études qui montrent l'innocuité de la molécule glyphosate et la non-dangerosité du glyphosate. Il y a une étude un peu ancienne de Monsanto qui dit qu'il est 2 fois moins toxique que le sel de table, qu'il est 25 fois moins toxique que la caféine et qu'il est 100 fois moins toxique que la vitamine D. Ça, c'est une étude émise par Monsanto, qui, pour rien vous cacher, est assez controversée, cette étude. Mais de manière plus troublante, la très officielle Agence nationale de sécurité sanitaire, qui est donc l'instance officielle des questions sanitaires en France, a donné un avis en février 2017 qui dit, je cite, son niveau de preuve de cancérogénéité chez l'animal et chez l'homme est considéré comme relativement limité. Et il est tout juste, pour l'ANSES, donc ce qu'on appelle l'ANSES, il est tout juste suspecté d'être cancérogène chez l'animal. Voilà. Donc ma première question s'adresse à Marie-Monique Robin. Comment pouvez-vous attaquer le glyphosate si c'est un produit qui n'est pas dangereux? Sur quoi reposent vos accusations? Alors, d'abord, je vais répondre à 2 choses dans ce que vous avez dit, parce qu'on peut en dire beaucoup de choses, effectivement. Les 800 études prétendument faites par Monsanto, qui montreraient que cet herbicide, ou en tout cas la substance glyphosate, ne serait pas toxique. Alors, on aimerait bien les voir, ces études. Je dis ça parce que quand le Centre international de recherche sur le cancer, dont vous avez parlé, le CIRC, qui dépend de l'OMS, a publié donc son rapport sur le glyphosate. Je vous informe que ce CIRC, pour émettre un avis sur un pesticide, il se fonde uniquement sur les études publiées dans la littérature scientifique. Vous me suivez? Donc ça veut dire que les données sont publiques, des scientifiques peuvent demander à les consulter, etc. D'accord? Et pour faire son évaluation du glyphosate, il a donc retenu, le CIRC, les 17 experts qui siégeaient dans cette commission, 1000 études faites par des laboratoires indépendants, publiées dans les revues scientifiques. Il n'en a gardé que 250. Et à partir de ces 250, il a dit le glyphosate est un cancérigène probable pour les humains. Probable, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux. Si je peux me permettre en 2 minutes d'expliquer comment ça marche, parce que vous savez, dans ces affaires-là, le diable est dans le détail. Et le détail, il faut un petit peu de temps pour l'expliquer. Le CIRC, pour classer les molécules chimiques, il a 3 groupes. Le premier groupe, c'est cancérigène certain pour les humains. Il y a très peu de molécules qui vont dans ce groupe. Par exemple, je vais vous donner une molécule qui y est, vous comprendrez pourquoi c'est difficile de mettre une molécule dans ce groupe. L'amiante y est. Ça a pris du temps, mais elle y est. Pourquoi y est-elle? Parce qu'en fait, pour qu'on puisse déclarer que c'est un cancérigène certain pour les humains, il faut des études épidémiologiques, n'est-ce pas? Qui montrent qu'effectivement, ces humains, ils ont utilisé cette molécule et ils ont un cancer. Sauf que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de molécules qui peuvent nous donner des cancers. L'amiante est particulière parce que l'amiante, si vous avez été exposé, il y a une signature de l'exposition. Il y a un cancer spécifique de la plèvre, du poumon, qui fait que là, bon, après on peut enlever les fumeurs, enfin vous voyez, là, voilà. Donc voilà, l'amiante y est. Le glyphosate, c'est beaucoup plus difficile, parce que pour être sûr que le glyphosate, être sûr à 100% qu'il est cancérigène, il faudrait vous prendre, les volontaires, là, levez la main, ceux qui sont d'accord, on vous met 30 ans dans une cage, et on vous expose à des petites doses de glyphosate, et à rien d'autre, et on observe. Donc vous comprenez bien qu'il y a un moment, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer la toxicité quand on ne peut pas faire ça? Eh bien, on fait des expériences, malheureusement, sur les animaux. Et c'est là que, alors ça peut être aussi sur des cellules, mais enfin en tout cas sur les animaux, donc on en fait encore beaucoup sur les animaux, et donc, résultat, pourquoi le glyphosate est dans le groupe 2A, cancérigène probable pour les humains, c'est parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques indépendantes faites sur les animaux qui montrent qu'il peut provoquer des cancers. Mais 2A, ça veut dire donc beaucoup d'études sur les animaux, d'accord? Et 2B, c'est... Par extrapolation, on se dit comme beaucoup d'animaux sont concernés, il est très probable que l'humain le soit lui comme aussi. Ces animaux sont des mammifères comme nous, enfin, etc., etc. Bref. Donc, quand l'avis du CIRC sort le 20 mars 2015,
Aussitôt, le soir même, Monsanto publie un communiqué, tout le monde l'a souligné avec amusement, parce qu'ils ont simplement dit, voilà, nous l'avons classé dans cette catégorie, mais le rapport n'était pas encore publié. Il a été publié qu'en juillet, 3 mois après. Mais Monsanto a tout de suite réagi en disant n'importe quoi. Ils n'ont pas tenu compte de douzaines, alors à l'époque on n'était pas à 800, on était à des douzaines, dozens of studies. Ils n'ont pas tenu compte de douzaines d'études. Et ces douzaines d'études, tout le monde s'est dit, c'est où? Moi, j'ai fait mon travail, j'ai essayé de savoir où elles étaient, évidemment. Ils n'ont pas pu les fournir parce qu'elles ne sont pas publiées dans la littérature scientifique. Vous me suivez? Elles sont même couvertes par le secret commercial. On peut toujours dire qu'il y en a des douzaines, mais on ne peut pas les voir. Et après, ça a enflé. Il y a une espèce d'inflation. Les 800 études qui sont un jour sorties du chapeau, c'est M. Werner Baumann de Bayer, qui a racheté Monsanto, qui un jour a dit, lui, il y a 800 études qui montrent que... Et on dit, oui, d'accord, elles sont où? Ben, on ne sait pas où elles sont parce qu'elles ne sont pas publiées. Donc voilà, c'est la première chose. Donc, j'aimerais entendre Eugénia Pomaret sur ce point, parce que c'est un point important, le point de la cancérogénéité chez l'humain. Donc, je rappelle qu'Eugénia Pomaret, vous dirigez donc l'UIPP, qui est l'union des grands fabricants de produits phytosanitaires, dont Monsanto. Alors, produits phytosanitaires, effectivement, qui peuvent être à la fois sur des actions biologiques, comme le biocontrôle, par exemple, ou des actions chimiques. Donc, bon, effectivement, le terme pesticide, c'est des produits qui ont une action sur des bioagresseurs. Donc, ce n'est pas simplement que les produits chimiques. Et l'évolution de ces produits fait de plus en plus appel de nos jours à des actions biologiques. Pour revenir sur la question de l'évaluation des agences qui concerne non seulement le glyphosate, mais tous les produits, sachez que tous les produits qui sont donc autorisés en agriculture sont tout d'abord évalués et après mis sur le marché après une procédure d'autorisation de mise sur le marché. Et cette autorisation de mise sur le marché pour l'Europe, et on l'a dit d'ailleurs dans le débat précédent pour d'autres sujets, souvent où les critères sont les plus stricts. Donc en Europe, c'est effectivement l'EFSA au niveau de l'inscription de la substance active, hein, l'ingrédient qui va être dans le produit. L'EFSA qui est l'agence européenne d'homologation de ces produits-là. Et puis au niveau national, chaque agence, donc en France c'est l'ANSES, qui va homologuer, autoriser ou pas, le produit contenant la substance active. Donc l'encadrement communautaire prévoit effectivement qu'il y ait un examen par ces agences, des études, et qui ne sont pas des études uniquement fournies par les fabricants, qui peuvent faire appel effectivement à des cohortes d'experts qui vont porter un regard sur des études. Alors, le CIRC se prononce sur la dangerosité des produits. Je vous rappelle que dans la même catégorie que le glyphosate, vous avez par exemple la viande rouge ou l'eau à 60 degrés. Pourquoi? Parce qu'intrinsèquement, il peut avoir un danger, et d'où la distinction entre danger et risque, parce que si le risque n'est pas maîtrisé, il peut effectivement avoir un problème de santé. La dangerosité, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est la façon dont le... La dangerosité, ça veut dire le produit en lui-même sur votre organisme. Exactement. Alors que le risque, c'est le produit lui-même dans la manière dont vous l'utilisez dans la vie. Danger fois exposition, est-ce que vous êtes ça fait exposé ou pas? Par exemple, l'électricité est très dangereuse, vous avez très peu de probabilité de vous électrocuter avec vos prises, par exemple. Donc, on a maîtrisé le risque. L'ANSES ne mesure pas la dangerosité, elle mesure le risque. En fait, justement, l'ANSES et l'EFSA, par rapport aux produits phytosanitaires, donc moi je parle de ce que je connais, par rapport aux produits phytosanitaires, on va regarder le risque par rapport à l'utilisation. Donc, ces produits-là sont adressés à une population qui est professionnelle, ce sont des agriculteurs. Ils ont été formés, ils vont utiliser le produit que s'il est nécessaire dans des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi, ce n'est pas l'entreprise qui va les définir. Elle va proposer, et ce sont les agences qui vont dire oui ou non, ces conditions d'emploi sont compatibles avec la pratique agricole. Donc, vous avez la même logique pour l'ensemble des produits, qu'ils soient utilisés en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique, qui est substance, produit homologué, conditions d'emploi. Comment est-ce que vous regardez justement ce procès aux États-Unis qui montre, là, que manifestement la justice américaine a montré que Dwayne Johnson avait utilisé le produit en question? Alors on répondra après à la deuxième partie, mais j'aimerais vous entendre, Eugénia Pomaret, sur ce procès qui, pour le résumer beaucoup, la justice américaine dit c'est le produit en lui-même qui est dangereux.
et son usage a créé un lymphome, donc Alors, un cancer généralisé, c'est du Dwayne non, Johnson. la justice américaine n'a pas dit ça. Qu'est-ce La qu'elle a dit? justice américaine a effectivement jugé que suite à cette plainte plaignant, elle a effectivement donné un accord, un avis sur le fait que l'utilisation de produits a pu provoquer des problèmes. Mais on n'a pas forcément à condamner le produit, parce que si les conditions d'emploi ont pu ne pas être celles qui étaient prévues, elles ont été jugées normales, les conditions non, ça d'emploi n'a dans pas le cas de fait Dwayne l'objet Johnson. du tout. Ça n'a pas fait l'objet du tout du jugement. Donc c'est des drames Ouais. personnels, c'est des drames personnels profonds, effectivement, mais ce n'est pas le sens du jugement. Hein, Marie-Monique Robin, peut-être. Alors moi, je connais très bien le jardinier en question parce que dans mon enquête, le Roundup face à Juste, son avocat, c'était l'avocat aussi d'une agricultrice de Hawaï qui faisait du café et qui a utilisé dans les bonnes conditions le masque, tout, la combinaison, etc., du Roundup 3 fois par an dans ses plantations de café et qui a aussi développé un lymphome non-Hodgkinien. Elle fait partie des 7800 agriculteurs et jardiniers américains qui ont porté plainte contre Monsanto. D'accord ? Et pourquoi le lymphome non-Hodgkinien ? Parce que tous ceux qui ont porté plainte, tu as bien fait de le souligner, ont un lymphome non-Hodgkinien. Pourquoi ? Parce que le CIRC, je reviens au Centre international de recherche sur le cancer, quand il a rendu son rapport, il s'est fondé sur les études existantes publiées. D'accord ? Et il a trouvé que dans les études publiées sérieuses, il y avait de démontrer de manière très rigoureuse un lien entre l'exposition à cet herbicide et le lymphome non-Hodgkinien. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sites de cancer qui sont concernés. Moi, par exemple, j'ai eu accès Madame a expliqué tout à l'heure comment on fait pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un pesticide. Donc, effectivement, moi, je ne vais pas revenir en détail là-dessus parce que j'ai fait 2 livres là-dessus. Monsanto, en l'occurrence, a dû déposer des études toxicologiques couvertes par le secret commercial que personne ne peut donc consulter, n'est-ce pas ? Et laissez-moi parler, s'il vous plaît. Personne ne peut les consulter. Et j'ai eu accès à ce dossier grâce à un scientifique américain qui a dû actionner aux États-Unis parce qu'il voulait aller voir ces études, mais on lui a dit non, vous ne pouvez pas. Donc, aux États-Unis, on dépose les dossiers auprès de l'Agence de protection de l'environnement, qui est l'EPA, n'est-ce pas ? Et vous voyez, si vous regardez mon film, vous verrez protégé par le secret commercial, business confidential, etc. Il a actionné, il a fait intervenir son sénateur, il a réussi à obtenir une copie de tout ce dossier. Et j'ai découvert j'en parle dans mon livre, je donne même les références, qu'il y avait des études que Monsanto avait cachées à nous, le grand public évidemment, qui montraient, 2 études en 1981, que exposés à des très faibles doses de glyphosate, des rats développaient des lymphomes, des cancers du foie, des cancers du rein, donc études cachées par Monsanto. Alors pour en revenir ensuite à ce que vous avez dit au début, l'agence européenne, n'est-ce pas ? Vous avez bien suivi en 2015, 2016, on en a beaucoup parlé du glyphosate, vous vous souvenez ? Parce qu'il était question de réautoriser la molécule. Parce qu'en fait, une fois que vous avez eu l'autorisation, je ne reviendrai pas sur les conditions de l'obtention de cette autorisation, parce que c'est fondé sur un système de réglementation, je l'ai démontré largement dans notre présent quotidien, complètement, j'y vais rapidement et brutalement, bidon, et qui sert les intérêts de l'industrie. Si vous avez des questions là-dessus, je veux bien expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le sujet là aujourd'hui. Donc, en tout cas, oui, moi je veux bien y répondre, il n'y a pas de problème, mais on en a pour 2 heures. Vous lisez mon livre, vous verrez comment la dose journalière acceptable, par exemple. Je vais vous donner un exemple quand même. Donc, ces magnifiques toxicologues qui travaillent pour l'industrie, ils ont inventé quelque chose d'extraordinaire. Ça s'appelle la dose journalière acceptable. C'est la petite dose de poison que vous êtes censé pouvoir ingurgiter tous les jours sans tomber malade. D'accord ? C'est un outil de la réglementation et c'est même le pilier de la réglementation des poisons. Parce que si on fait ça, c'est que ce sont des poisons. Ce n'est pas des produits phytopharmaceutiques, parce que ça veut dire que ça soigne. Non, si on a besoin de faire ça, c'est que ce sont des poisons. Donc on essaie de trouver la petite dose de poison qui ne va pas vous rendre malade. D'accord ? C'est fondé sur un principe qu'a développé un médecin suisse, Paracels, au XVIe siècle, qui disait « c'est la dose qui fait le poison ». D'où cet argument qu'on nous sert tout le temps, si vous mangez beaucoup de sel, vous savez, vous tomberez malade. Enfin, vous voyez. Bref. Donc, la dose journalière acceptable. Moi, je me suis penchée là-dessus, j'ai fait un livre, 500 pages là-dessus. Et j'ai découvert que ça venait de nulle part. Même les agents qui sont dans les agences de réglementation sont incapables de vous expliquer comment ça a été mis au point. C'est complètement arbitraire. J'ai retrouvé quand même l'un des fondateurs de cette DGA qui a été créée au début des années 60 à Genève. Et on découvre que finalement,
c'est vraiment au doigt mouillé. Mais je vous explique quand même en quelques mots comment ça marche. Alors, comment on fait pour le glyphosate, par exemple? On va demander à Monsanto de faire une étude de toxicologie qui va montrer quelle est la dose qu'il faut pour tuer la moitié des cobayes. Vous m'avez suivi? On appelle ça la DL50. Les cobayes étant souvent des petites crevettes ou des Alors ça des peut rats. être des Daphna magna, comme on voit, ce sont des petits crustacés qui ont la caractéristique qu'en termes d'écotoxicité, ils sont très intéressants, parce que ce qui arrive aux petits Daphna magna, c'est des petits crustacés d'eau douce, ça sera pareil pour nous, donc c'est pratique, hein, vous voyez. Mais, et après on le fait sur des souris, sur des lapins, enfin vous voyez, voilà. Donc, la dose qui va tuer la moitié des cobayes. Alors moi j'ai démontré dans mon dernier livre que l'étude toxicologique fournie par Monsanto est bidon et truquée. Il y a un scientifique norvégien qui a refait la même étude et qui est arrivé à des doses 900 fois inférieures à ce que Monsanto prétendait. D'accord ? Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est tout ça est dans mon livre avec toutes les données. Hein. J'aimerais entendre Eugénie. Voilà, je finis quand même, je n'ai pas fini. Donc une fois qu'on a déterminé, la dose qui est censée tuer la moitié, c'est vous qui m'avez demandé, madame, donc j'explique. Sinon, je n'aurais pas fait. Donc si, non, mais c'est pas le métier, il triche. Il triche parce qu'il travaille pour l'industrie, et je vais même vous expliquer. Non, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Il y a eu des procès aux États-Unis, j'ai la date, où des laboratoires privés travaillant pour l'industrie trichaient et manipulaient les données. 2 grands procès aux États-Unis, il faut vous renseigner, madame, ils sont publics. D'accord ? Donc, une fois qu'on a trouvé la dose journalière acceptable, vous voyez, eh bien ensuite on demande aux scientifiques qui travaillent pour l'industrie de trouver la dose qui ne fera, alors on appelle ça sans effet toxique observé. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc, c'est... Ce sont des toxicologues, enfin, ce sont des c'est les réglementations toxicologues de qui l'État, travaillent ça. dans les laboratoires privés qui sont payés pas- par l'industrie. non, mais la réglementation est décidée par l'État, oui. Donc, non, je continue, vous m'avez demandé, donc voilà. Alors après, oui, je développe, j'explique ce que personne n'explique jamais, parce que vous êtes dans la grande généralité, la caféine, le sucre, le café, je ne sais pas quoi. Moi, je vous explique comment ça marche. Donc, ensuite, quand on a trouvé cette dose sans effet toxique observé, hein, alors on expose pendant parfois 6 semaines, 3 mois, enfin ça c'est aussi un autre problème, combien de temps ça dure, qui fait ça, qui contrôle, eh bien on va diviser par 10 cette dose qu'on a trouvée pour faire ce qu'on appelle la dose journalière acceptable. Quand on demande pourquoi par 10 ou par 100, parce que ça dépend des molécules, personne ne peut vous l'expliquer, c'est au doigt mouillé, j'ai tous les témoignages. Donc c'est pour vous dire que déjà ce système il est complètement à revoir, et d'ailleurs je suis heureuse de savoir qu'en ce moment, il y a un projet pour revoir totalement le système d'homologation des produits chimiques, parce qu'évidemment qu'il ne marche pas. S'il marchait, nous n'aurions pas des résultats sanitaires aujourd'hui qui font qu'on a une progression des cancers, des maladies neurodégénératives dans toutes les tranches d'âge, 1 à 3% chez les enfants, tous les ans. Non, la mortalité par cancer diminue, mais pas le taux d'incidence qui est... C'est le détail, madame, le détail. Il y a de plus en plus de taux d'incidence, des cancers augmente, c'est l'INSERM qui le dit, c'est l'OMS qui le dit, mais de certains cancers, on se guérit mieux, donc le taux de mortalité peut baisser par certains cancers, mais dans toutes les tranches d'âge, on a des cancers de plus en plus jeunes, hein, le plus grave étant le cancer du sein, hein, qui est considéré aujourd'hui par l'OMS comme une véritable épidémie, où on a dans les tranches d'âge très jeunes, 18 ans, 20 ans, 30 ans, des cancers de plus en plus nombreux. Le taux d'incidence et les chiffres sont très clairs, vous allez consulter le Centre international de recherche sur le cancer. Je tiens à ce que Eugénie Pomaret prenne la parole maintenant. Je lui donne mon micro. Merci. Non, puisque c'est un débat sur l'éthique, il y a certains éléments que je veux quand même me rappeler. Alors, moi, je parle de ce que je sais. Il y a des scientifiques dont c'est le métier, et je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre. Moi, je n'ai pas écrit de livre, donc voilà. Je crois à la science, je crois profondément à la science et aux agences sanitaires. Parce que si on ne croit pas aux agences sanitaires, à ce moment-là, effectivement, on peut douter du tout, mais ça ne fait pas avancer le débat d'un iota. Revenons sur le sujet le plus large de l'utilisation des produits phytosanitaires, globalement en agriculture. S'ils sont utilisés, c'est parce qu'ils sont utiles. Donc, plutôt que de continuer dans un débat à en plus finir sur le passé, les erreurs qui ont pu exister, et comme vous l'avez dit, nous sommes en phase de révision de règlement. C'est la 3e fois que ce règlement est révisé. Donc, c'est bien parce qu'il y a une progression, que les entreprises ont encadré, auxquelles les entreprises ont répondu. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement débattre sur une trajectoire de progrès par rapport à ces produits. Ils sont utiles. Non, ils ne sont pas utiles. C'est encore un autre problème. Alors, ils ne sont pas utiles. Décrivez-moi quel type d'agriculture. Bon, très bien, mais si Madame Robin regarde le micro à chaque fois, prenez-le, tiens.
Je vais prendre celui de Marie-Monique Robin. Le sien. Je prends Voilà, Marie-Monique que ce Robin soit en un peu otage. équilibré comme En débat. micro. Non, il y a une étude qui est sortie en l'occurrence très récemment de l'INSERM qui montre effectivement une corrélation entre d'un côté la consommation de produits bio, donc sans produits phytosanitaires, sans usage, sans résidus de pesticides à l'intérieur, et une réduction, si je me souviens bien, de 25% du risque de cancer. Pas tout à fait ça. Alors, corrélation, ce n'est pas causalité. Oui. Corrélation, ce n'est pas causalité. C'est une corrélation quand même. Bah, écoutez, si ça vous gêne la science, je suis désolée. Non. Corrélation, ce n'est pas causalité. Alors, causalité, je ne dis pas. pour le dire clairement, Je peux donner un exemple. voilà. Je peux donner un exemple. Vous avez en France une augmentation des maladies chroniques, c'est un constat. Et vous avez en France une augmentation de la consommation d'agriculture biologique, c'est un constat. As-tu une causalité entre les deux? Oui. Non. Voilà. Donc corrélation, c'est une chose. Non, on va pas C'était juste répondre pour prendre un exemple. Non, et mais je ne veux pas polémiquer. Cette étude est quand même, montre C'est quand même juste pour montre quand même qu'il y a un lien entre le bio parce que je et le voulais cancer. expliquer qu'il n'y a pas à faire un lien entre corrélation et causalité. Ce que cette étude dit, c'est que dans effectivement les cas où la consommation d'agriculture biologique est majoritaire, il y a par rapport à certains cancers, alors il faut effectivement essayer d'expliquer. Non, c'est pas la plupart, parce que quand vous enlevez tous les biais statistiques, il y a qu'un qui sort, c'est le cancer du sein. Si. Je vous la donne, elle est ici, l'étude. Donc ce n'est pas vrai, madame. Ce n'est pas vrai. Le cancer du sein ressort, le cancer de lymphome, une baisse de 73%, le lymphome de Hodgkinien. Donc on ne peut pas dire n'importe quoi. Le nombre de cas est tellement limité que vous ne pouvez pas... Ah oui, limité. 70 000 personnes suivies pendant 10 ans, c'est vachement limité. Non, le cas de cancer que vous citez, madame. C'est la plus grande étude prospective jamais réalisée. Elle est très intéressante. Elle confirme d'autres résultats. Donc ça ne baisse pas le cancer. C'est ça que j'essaye d'expliquer. Très bien. Ben si vous avez 25% de risque en moins, c'est quand même intéressant pour nous, non, n'est-ce pas? Les personnes qui mangent de agriculture biologique, bon, qui est, comme vous le savez, je pense que bon, vous consommez, il m'arrive de consommer, c'est des produits qui sont en général plus chers. Donc, c'est une population qui, en général, va être plus avertie, fait plus attention à ce qu'elle mange, fait plus attention au sport. Je crois que ces biais-là ont été enlevés. Pas complètement, non, tout à fait. Excusez-moi. Si vous voulez rentrer dans les détails, il se trouve que j'ai interviewé l'un des auteurs la semaine dernière de cette étude et il a dit qu'effectivement les biais ont été retirés. Les biais en partie. En partie, oui. Voilà. Enfin, non, mais quand même c'est important. Le lien de corrélation existe sérieusement. Moi, j'aimerais revenir sur une chose que vous disiez parce que sinon on va rentrer dans des débats un peu parole contre parole. Vous avez dit arrêtons de regarder le passé, regardons le futur. Est-ce que quand même, là ça fait quand même, reprendre le glyphosate, ça fait quand même 40 ans plus de 40 ans qu'il est commercialisé. Est-ce que vous reconnaissez quand même, vous avez dit il y a eu des erreurs, il y a pu y avoir des choses, etc. Est-ce que vous reconnaissez quand même que le bilan aujourd'hui est un peu... Soit il y a un complot généralisé contre un produit qui est effectivement pas dangereux, soit il y a quelque chose qui se passe. Comment vous regardez ça? Alors, c'est devenu un emblème. Ça, c'est indiscutable que ça centralise tous les débats. Bon. Donc, à partir du moment où on a dit ça, ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'il y a une dynamique de progrès qui est en marche depuis longtemps par rapport à l'évaluation de ces produits, globalement. Alors, vous avez dit vous-même, le glyphosate, ça fait 40 ans qu'il est utilisé. Il est utilisé dans des conditions très différentes en France qu'ailleurs dans le monde. D'ailleurs, l'agriculture en France est différente aussi ailleurs dans le monde. Donc, par rapport à la décision qui a été prise au niveau européen, ce n'est pas d'interdire le glyphosate dans 5 ans. La décision, elle est d'inscrire pour 5 ans. De l'autoriser pour 5 ans, au moins 5 ans. Pourquoi? Parce que tous les produits, encore une fois, qu'ils soient à action biologique ou qu'ils soient à action chimique, c'est le cas en ce moment pour le cuivre, massivement utilisé en agriculture biologique, tous les produits sont revus. C'est-à-dire qu'à échéance maximale de 10 ans, les produits sont revus. Alors, quand ils sont revus, évalués, ils le sont à la lumière des dernières connaissances scientifiques. Donc, il y a des choses, il y a des produits qui ont pu être utilisés par le passé, qu'au fil du temps, n'ont pas passé la rampe, si vous voulez, de l'utilisation des critères d'évaluation. Le glyphosate a passé déjà 4 phases d'évaluation. Alors, actuellement, une fois que la substance est inscrite au niveau européen, elle est inscrite pour 5 ans. Il y a des prises de position en France qui disent que ça sera écourté. L'agence française est en train maintenant d'examiner les produits contenant cette substance. Donc il est fort probable
que certains produits, certaines formulations ne seront plus approuvés en France. C'est-à-dire pas simplement le glyphosate, Absolument. mais Donc, les produits qui accompagnent le glyphosate. Parce que effectivement, Il faut savoir que le Roundup, c'est pas simplement du glyphosate. Le principe actif est un glyphosate, et puis il y a tout un tas de produits chimiques qui accompagnent le glyphosate et dont on dit parfois c'est les formulants, les coformulants qui vont... que c'est le mélange entre eux qui provoque le En fait, problème. c'est comme pour un médicament, vous avez la substance active et ce qui englobe la substance active, il faut qu'elle soit plus active, si on peut dire. Donc, quand vous utilisez en telle ou telle culture, les formulants ne vont pas être les mêmes. Donc, le débat actuel en France, c'est l'homologation, la mise sur le marché des produits contenant cette substance active. Et là, il est probable que tous les usages qui existaient par le passé ne soient plus homologués en France. Voilà, ça, c'est l'évolution des produits et c'est l'évolution suite à différentes couches réglementaires. C'est une évolution qui vous paraît acceptable, vous? Si on arrive à trouver d'alternatives, oui, elle est acceptable. Et effectivement, c'est une évolution qui est tout à fait logique. Mais le problème, c'est que, encore une fois, je reviens sur les aspects importants. En tant qu'industrie, les entreprises sont apporteurs de solutions pour l'agriculture. L'agriculture, elle attend ces solutions. Il n'y a pas d'agriculture sans produits phytosanitaires. J'en connais pas. Dites-moi laquelle. Ça n'existe pas. Alors, je donne la parole à Marie-Méric Robillard. Dites-moi laquelle. L'agriculture biologique. Alors, donc, je vais d'abord répondre parce que j'ai toujours pas répondu à la première chose. Vous avez dit que les 5 ans de l'Europe qui a prolongé de 5 ans. Il faut savoir quand même, pour ceux qui ne savent pas, que donc l'EFSA, qui est l'autorité européenne, qui a rendu un rapport pour dire, comme tu l'as dit au début, il n'y a pas de problème en gros avec ce glyphosate. Il a été révélé, et ça a fait beaucoup de bruit, que ce rapport était un copier-coller d'un document remis par Monsanto aux autorités. Vous parlez de votre confiance dans les experts, ils ont tous des conflits d'intérêts. Et par exemple, le comité allemand qui a été à l'origine de ce rapport, et moi j'ai raconté dans mon livre, les 2/3 des membres travaillent pour Bayer, BASF, pour l'industrie chimie. Et en plus, ils ne signent pas les rapports, ils sont anonymes. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Donc on a montré, laissez-moi, je vous avais parlé suffisamment, non, je termine ce que je suis en train de dire. Donc, rapport bidon, tout le monde l'a dit, on avait les preuves. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelait les Monsanto Papers, qui sont énormes. Moi, je fais un résumé dans mon livre, mais énormes, je ne les ai pas tous regardés. Quand les plaignants, dont la première... Voilà, quand l'agricultrice dont je vous parlais de Hawaï, qui a eu son lymphome Hodgkin, a porté plainte, c'était la première, maintenant ils sont 8500. Un juge californien a accepté, à la demande de son avocat que je connais, de déclassifier des documents internes de Monsanto, qui avaient été donc exigés dans le cadre des procédures judiciaires. Et là, on a découvert comment les magnifiques scientifiques travaillent avec des dessous de table. On appelle ça des ghost writers en anglais. C'est-à-dire, Monsanto file une étude bidon, demande à quelqu'un qui a un grand nom dans la science de mettre son nom et on le paye en dessous. Tout ça est révélé. Vous avez même un site, si vous allez sur mon livre, vous verrez, vous aurez le lien et vous pouvez tout consulter. Donc vous voyez à quel point nous sommes entourés de manipulations et qui font partie du système et qui font qu'on ne peut faire absolument pas confiance aux rapports fournis malheureusement par les agences de réglementation. Donc c'est sur la base de ce rapport de l'EFSA que l'Europe a décidé de prolonger de 5 ans. Voilà. Alors après, par rapport aux alternatives, moi bien sûr, madame, je me suis posé la question. Et j'ai fait en 2012 une autre enquête qui s'appelle Les moissons du futur. Et j'étais très intéressée par cette question parce que je suis moi-même fille de paysan. Je suis née sur une ferme dans le Poitou-Charentes. Et il y avait 5 associés dans un GAEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun, à une époque où je suis née, en 1960, où mon papa a décidé de se lancer à corps perdu, c'est le cas de le dire, dans l'agriculture industrielle, pensant qu'il allait nourrir le monde, en bon catholique qu'il était. C'était un très bel objectif, n'est-ce pas? Et résultat des courses, sur les 5 associés, il y en a 2 qui sont morts avant 50 ans de cancer du foie, un autre a eu une maladie de Parkinson, un autre, mon père lui-même, a eu un autre cancer, enfin bref, l'autre a un cancer de la prostate. Donc je peux vous dire que les dégâts, je les ai vus, et ça m'intéressait de savoir si il y avait des alternatives à ce modèle qui était censé nourrir le monde et dont mon père dit aujourd'hui on n'a pas nourri le monde, c'est même une catastrophe, on est à plus d'1 milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim aujourd'hui, malgré les milliards qui ont été investis dans ce modèle. Et moi j'ai donc accompagné monsieur Olivier de Scutter, qui était à l'époque le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation et qui voulait enquêter à son tour après un rapport publié par la FAO qui s'appelait et sous l'égide de la Banque mondiale, l'agriculture à la croisée des chemins, et qui disait si on veut nourrir le monde aujourd'hui et en plus relever le défi climatique, il faut changer de modèle, il faut passer à ce qu'on appelle l'agroécologie, la vraie agroécologie, pas celle que veut nous vendre la FNSEA en
en détournant le terme, l'agriculture biologique avec des circuits courts, locaux. Et j'ai fait le tour du monde. Et ça s'appelle les moissons du futur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait nourrir le monde sans pesticides, sans rendre les paysans malades, sans arracher les arbres partout comme on a fait, sans contribuer au dérèglement climatique, parce que moi je suis allée aux Nations Unies pour cette enquête, et on m'a dit que si on tenait compte de tout, l'agriculture industrielle et le modèle agroalimentaire qui fait qu'on balade les aliments sur des grandes distances, qu'on promeut la vente de lait de Bretagne en Chine, qui est une aberration, etc., etc. Si on tient compte de tout ça, 50% des gaz à effet de serre sur notre planète sont dus à ce modèle. Donc, voilà. Donc, on peut évidemment beaucoup mieux nourrir le monde sans pesticides et la planète s'en porterait beaucoup mieux. Évidemment, ça ne ferait pas plaisir à Monsanto, à Bayer et à tous les grands agriculteurs, les grands producteurs partout dans le monde. Hein. Je parle de ceux-là, hein, qui gagnent de l'argent avec ça. Voilà. Je pense que vous méconnaissez le fait que les entreprises de l'UIPP, notamment, fournissent l'agriculture biologique. Moi, je pense représenter la seule association professionnelle d'entreprises qui fournit l'agriculture biologique. Je n'en connais pas d'autres. Donc, faire croire qu'il n'y a pas de pesticides, appelez-vous comme vous voulez, ou de produits phytosanitaires dans l'agriculture biologique, c'est faux. Bon, voilà, ça c'est un premier constat. Alors, le cuivre et le soufre, c'est quoi pour vous? On apprend des choses aujourd'hui, effectivement. Là, le cuivre et le soufre, c'est quoi pour vous? Magnifique. Non, mais répondez-moi, répondez à ma question. Le cuivre et le soufre, c'est quoi pour vous? Il n'y a aucun problème avec le cuivre, vous êtes en train de faire tout le temps. C'est la nouvelle. Le cuivre, on a besoin de cuivre. Je ne vous ai pas interrompu. Il n'y a aucun problème avec le cuivre, aucun. Donc excusez-moi. Il n'y en a pas? Ah, très bien. Alors là, bon. On a besoin de cuivre. Alors le problème. Bon, je ne vous ai pas interrompu. Est-ce que je peux aussi, s'il vous plaît, continuer mon raisonnement? Merci. Donc, en disant ça, mon propos est le suivant. Il n'est pas possible de mener à bout une production agricole sans protection des plantes. Que demain, on ait des produits beaucoup moins impactants, c'est d'ailleurs indépendant de la recherche, tout ce qu'on appelle le biocontrôle, agir sur les méthodes biologiques, observer par exemple, les plantes. Hein, les par exemple, mais ça c'est vieux de 30 ans, c'est pas vraiment innovant, non, mais les phéromones c'est pareil. Mais on sait aujourd'hui que les principaux pesticides agents sur les bioagresseurs, c'est les plantes elles-mêmes qui les synthétisent. C'est-à-dire que la plante, elle va être attaquée et donc elle va synthétiser des molécules qui vont éloigner les insectes, qui vont effectivement empêcher telle ou telle maladie de s'installer. Donc les industries, les entreprises, elles développent effectivement des recherches. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette étude, je rebondis sur ce que vous dites, oui. Publiée par l'INRA de Rennes cet été, qui montre que si on compare l'agriculture conventionnelle, donc non biologique, l'agriculture classique, et l'agriculture biologique, il est prouvé par l'INRA que la résistance aux parasites est plus importante chez l'agriculture biologique que dans l'agriculture conventionnelle. Ça, je me dis qu'à l'UIPP, vous avez dû un peu ouvrir les grands yeux en pas disant du ça. tout, parce que si vous prenez les fondements biologiques, il est évident qu'une plante, effectivement, qui est plus robuste ou qui est plus rustique dans certains cas, effectivement, elle va probablement mieux réagir aux bioagresseurs. Et donc il n'y a aucun. Vous dites que c'est une question de plantes, en fait. C'est-à-dire qu'ils utilisent des plantes plus robustes que dans l'agriculture conventionnelle. La question après, si je peux me permettre de revenir sur ce qui a été dit, et encore une fois, il n'y a dans mes propos aucune opposition, vous avez compris, entre agriculture conventionnelle et agriculture biologique ou cycle court ou à l'export. On a besoin de tous ces modèles agricoles. On a besoin en France, avec la diversité de l'agriculture, pour que les agriculteurs puissent gagner leur vie et surtout pour que nous puissions continuer à manger français de préférence européen, on a besoin de maintenir tous les modèles agricoles en France. Donc moi, ce qui m'intéresse dans le débat, c'est quelles sont les pistes pour demain, puisque je reviens sur mon postulat, il n'y a pas d'agriculture sans la protection de ces plantes ou couplée à la recherche variétale qui va effectivement mettre sur le marché des plantes et semences plus résistantes. Donc ça, c'est la recherche. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement de rappeler que pour ce faire, on va faire appel effectivement à des phénomènes biologiques, donc plus de recherche. Je vous rappelle quand même que c'est en moyenne 10 ans pour mettre un produit sur le marché, quel qu'il soit. Pour l'agriculture biologique ou conventionnelle, c'est pareil. On parle des phéromones, c'est 10 ans de recherche. Il va falloir identifier la plante, l'insecte. Est-ce que finalement on arrive à un produit formulé stable? Donc pour ce faire, les produits qui vont sortir dans 15 ans, il faut commencer aujourd'hui. Donc les pistes, c'est quoi? C'est de jouer sur la génétique.
Ah si, on a besoin de produits. Non, ça, on n'a pas besoin de produits. je Donc pense le que- modèle agricole du futur, c'est pas les produits. Arrêtons de considérer que l'agriculture, c'est un support sur lequel on Vous déverse revenez des dessus. Moi, produits. je pense que les Donc, gens qui nous écoutent dans la salle, s'ils ont déjà tenté de mener à bien pousser une plante, quoi que ce soit, à un moment donné, on a besoin Non, d'utiliser il faut la réintroduire. bouillie bordelaise, n'importe il faut quel réintroduire élément. la- Avant d'arriver là, avant d'arriver à traiter, soigner, il faut se poser toutes les questions. Effectivement, comme on rentre de plein fait sur le débat sur les produits, on oublie les raisonnements agronomiques. Donc la première chose, c'est est-ce que l'espèce que je vais planter est adaptée au sol, au climat? Est-ce que les pratiques agronomiques sont les meilleures? Est-ce que je fais des rotations, ainsi de suite? Ça, ce sont des questions que l'agriculture conventionnelle s'est trop peu posée, probablement ces dernières Elle se décennies. pose des questions, mais Enfin, dans, le dans fait la est que- logique, au niveau mondial, de toute façon, je reviens sur le débat très intéressant de la table ronde précédente. La question, c'était quoi? On a deux solutions. Soit on intensifie les régions de la planète sur lesquelles on peut produire, très peu, hein. En l'occurrence On est de- sur, en on est l'occurrence sur de l'huile de 3% de la palme, surface de la Terre sur lesquelles on produit de l'agriculture. Donc, soit on intensifie ces zones-là, parce que, bon, la première question, c'est la population va continuer d'en monter. Donc, il faut nourrir la population, projection. Donc, le débat, c'est soit on intensifie les parcelles actuellement en production. L'Europe a, à ce titre-là, une place de choix parce qu'on a le climat qu'il faut, les sols qu'il faut, les techniques qu'il faut, d'autres régions dans la planète, mais pas beaucoup. Et la deuxième hypothèse, c'est on continue à déforester. Parce qu'il va falloir continuer à Non, manger. il y a une autre option. Il y en a pas. Je ne suis Il y pas en a d'accord pas. avec vous. Donc l'autre option, c'est de réintroduire, Arrêtez de manger. c'est l'agroécologie, effectivement, et ça c'est très bien L'agriculture démontré par bio, toute une donc. série d'études. Oui. Alors, je vais vous donner un exemple parce que c'est en France, parce qu'on va parler France. Il y a un chercheur à l'INRA qui longtemps a été ridiculisé par l'establishment, alors l'UIPP, n'en parlons pas, qui a développé un système d'agroforesterie dans un lieu qui dépend du conseil départemental de l'Hérault. Christian Duprat, il s'appelle. Il a développé ça depuis 25 ans, tout seul, sans aucun soutien de l'INRA au départ. Et maintenant, évidemment, parce que le discours de Madame est intéressant par rapport à son prédécesseur il y a 10 ans, on voit que comment, finalement, ils vont même investir l'agriculture biologique pour essayer de faire du fric avec, maintenant, après avoir longtemps dit que ça ne marchait pas. Enfin, donc Christian Duprat, il a montré comment, si sur une parcelle, 1 hectare, on plante 100 noyers, des arbres, ça peut se faire avec des peupliers, et du blé sous les noyers, en laissant l'espace pour les moissonneuses-batteuses, donc on n'est pas en train de revenir à l'âge de pierre, comme c'est l'un des arguments qu'on entendait souvent, eh bien, on n'a plus besoin du tout d'aucun produit, d'aucune ordre, d'aucune sorte, parce que les bioagresseurs, j'aime bien ce terme, dans les arbres, eh bien, viennent ceux qui vont détruire les parasites, les auxiliaires, comme on dit, parce qu'ils sont là, il y a de la biodiversité. Les feuilles des arbres entretiennent le sol, permettent de gérer mieux l'eau, parce que les racines sont complémentaires des arbres avec le blé. Résultat, si vous comparez 1 hectare en agroforesterie, vous avez des noyers et du blé. Vous obtenez autant de calories produites que sur 1 hectare, vous m'avez suivi, où vous séparez les productions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est dans la Beauce, par exemple, qui est vraiment désolant, on est d'accord. On plante des arbres partout. On fait de l'agroforesterie, on fait de l'agroécologie, c'est-à-dire qu'on associe les cultures et les animaux. On arrête de faire cette absurdité qui a caractérisé l'agriculture d'après la Seconde Guerre mondiale. Où, moi, je l'ai vu sur la ferme de mes parents. On s'est mis à faire du maïs dans le Poitou-Charentes, ce qui est complètement aberrant, parce qu'il faut beaucoup d'eau. Alors on drainait, on mettait de l'eau, et la FNSEA poussait les champs d'agriculture, et c'est un désastre, évidemment. Et on arrête d'avoir des cochons en Bretagne, du blé dans la Beauce, on réintroduit de la biodiversité partout en jouant sur la complémentarité des cultures. Et là, on n'a plus les problèmes qu'ont provoqué. Et ça, si vous. Des exemples. Lisez mon livre, Madame, partout il y a des exemples. Il n'y a pas de débat là. Alors, partout, il y a des études partout qui le montrent. Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant. Je suis d'accord avec vous. Partout. Donc en Europe. Arrêtez le procès d'intention. Je dis, je suis d'accord avec vous. 2, je n'ai jamais fait de procès à quiconque que ce soit en termes de agronomie. Donc, je suis moi-même ingénieur agronome. Il y a des méthodes qui sont complémentaires. Je dis simplement qu'il ne faut pas opposer les méthodes. Effectivement, il y a des expériences qui ont bien marché. On ne se nourrit pas que de blé ou de noix. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions pour autre chose. Mais il y a des expériences qui ont très bien marché. Après, pouvons-nous les généraliser ?
Ce qu'il y a, effectivement, il y a des choses qui se passent très bien une année donnée, parce que ça ne vous a pas échappé que le principal élément qui va perturber la santé des plantes, c'est le climat. Donc, d'une année sur l'autre, effectivement, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Vous pouvez avoir effectivement un contexte sanitaire pour un blé, une année plutôt sèche, sans trop de maladies, et puis des années où, effectivement, sur les vignobles, sur les parcelles de céréales, il y a énormément de problèmes de maladies. C'est les monocultures qui posent les problèmes. Ce Pas sont les tout à monocultures fait, qui non. posent les problèmes. Alors, je peux être d'accord avec vous sur le fait qu'introduisant des parcelles de biodiversité, réduisant la taille des parcelles, introduisant plus d'agronomie, on va forcément avoir un impact positif sur les auxiliaires et donc maîtriser davantage les bioagresseurs. Tout à fait, ça c'est de l'agronomie, c'est reconnu. Par contre, c'est pas tellement dans votre intérêt économique, vous. détrompez-vous. Alors non, là, parce que les auxiliaires qu'on trouve dans les champs, vous ne gagnez pas détrompez-vous d'argent parce dessus. que, comme je vous disais, l'innovation, elle n'a de sens. Bon, déjà, l'innovation, elle n'a de sens que si elle est inscrite à long terme. Donc, on a besoin effectivement d'avoir des solutions qui vont arriver sur le marché et qui vont effectivement s'introduire dans une combinaison de solutions. Donc, effectivement, tout ce qui est maîtrise de l'agronomie, meilleure connaissance du diagnostic des plantes. Il y a un pan énorme, comme en médecine humaine d'ailleurs, pouvoir faire un diagnostic au plus tôt dans la santé végétale, pour pouvoir effectivement déterminer, si nécessaire, encore une fois, l'utilisation d'une solution ne vient à l'aboutissement d'un raisonnement de l'agriculteur. Que vous explorez, vous, effectivement, mais c'est pas nouveau. Je pense que si c'est une nouveauté pour vous, allez voir ce qu'on a pu produire depuis des années. C'est la combinaison des éléments. Et puis on sait très bien que pour éviter notamment des phénomènes de résistance des produits, il faut avoir une palette variée. Donc il faut agir sur des phénomènes biologiques, sur la chimie naturelle, encore une fois, celle utilisée par l'agriculture biologique, parce que le cahier des charges d'agriculture biologique interdit l'utilisation des substances chimiques de synthèse, et donc tout repose sur des éléments chimie naturels ou phénomènes biologiques. Donc il est clair que l'agriculture biologique a une longueur d'avance par rapport à l'utilisation des aspects agronomiques. Le seul bémol, si on peut dire, c'est que c'est en moyenne 20 à 30% de production en moins. Donc, le débat peut se poser, mais encore une fois... C'est en moyenne. Oui, parce que moi, j'ai vu une ferme en Allemagne qui dit exactement le contraire. Je l'ai filmé, je ne l'ai pas inventé. Oui, mais une ferme ne fait pas la généralité. Mais oui, mais c'est une ferme pilote où tout le monde vient voir. Exemples, notamment de permaculture, et le problème, mais c'est une question intéressante. Comment optimiser effectivement l'agriculture? Non, le problème n'est pas uniquement optimiser. Le problème, c'est avec le défi du dérèglement climatique, c'est d'arriver à avoir une production stable, de sortir de l'obsession du rendement, que je connais bien et qui, à un moment, avait... il faut tourner la page. Et dans cette ferme, par exemple, que j'ai filmée, où on pratique une technique qui s'appelle les techniques culturales simplifiées, avec un couvert végétal permanent. Donc ça veut dire que les sols sont jamais nus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours des cultures dessus que choisit l'agriculteur. Et moi, quand j'avais filmé, cet agriculteur semait du soja en même temps que de la cameline, qui est une autre plante, et dans un couvert végétal qui était fait avec du trèfle et du seigle. Voilà. Ouais. Vous voyez? Et son sol tout en couvert. Résultat, quand il y a eu un coup de froid, c'était en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, en février 2012, gros coup de froid dans tout l'Est, toutes les semis de blé conventionnels sont détruits par les siens. Quand il y a eu ensuite grande sécheresse, grande canicule, tout est détruit autour de lui, pas chez lui. Et comme il disait, moi, j'ai beaucoup moins de frais, parce que c'est une technique sans labour, donc en plus. Donc j'économise 500 € par hectare. J'ai des rendements en soja qui sont supérieurs à ceux de mes voisins, en blé qui sont inférieurs aux bonnes années de mes voisins, mais comme les bonnes années sont de plus en plus rares, moi j'ai un rendement stable, quel que soit le temps. Et le temps, comme vous savez aujourd'hui, ça va être une question extrêmement importante. Donc nous avons besoin de modèles agricoles qui soient durables, décarbonés, qui n'empoisonnent pas les agriculteurs.
partout dans notre pays, il y a des paysans malades à cause des poisons agricoles qu'on a déversés dans les champs pour remplir les poches de Monsanto, Bayer et des coopératives agricoles. Il faut être très clair là-dessus. La Commission européenne a demandé un rapport que le Parlement européen a fait. Si on interdisait, et je le cite, c'est en 2009, les seuls pesticides cancérigènes en Europe, on économiserait 29 milliards d'euros par an. C'est un business. C'est un business, les pesticides. C'est un business. Le fait qu'on doive soigner les paysans malades et nous, les consommateurs, parce qu'on n'a pas parlé de ça, on n'a pas eu le temps. Hein. Mais nous sommes aussi, il n'y a pas que les agriculteurs. Hein. Je rappelle les taux d'augmentation permanents de toutes ces maladies. L'OMS a parlé d'épidémie de maladies chroniques évitables. Vous voyez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Eh bien, ça a une, donc vous faites ça a encore un coût. une fois le lien Donc, direct avec l'utilisation de produits ah ben phytosanitaires. évidemment. Vous êtes la seule à le faire. Ah non, mais je suis la seule à le faire. Mais Tout vous à lisez fait. mon livre, il y a à peu près 50 pages de notes, madame. Vous ne pouvez pas dire votre- ça parce que là, vous êtes carrément ridicule. Votre Vous ne livre- pouvez pas dire ça. C'est des centaines d'études indépendantes qui montrent que c'est vrai, que c'est absolument évident. Et vous ne pouvez pas le reconnaître. Si vous ne voulez pas le reconnaître, la maladie de Parkinson est reconnue comme une maladie professionnelle. D'ailleurs, je sais que vous venez de la FNSEA et je peux même vous dire que quand une commission s'est réunie pour déterminer si on allait mettre la maladie de Parkinson, la reconnaître comme maladie professionnelle agricole. Il y a une commission qui se réunit, 22 membres. Tout le monde a dit OK, sauf la FNSEA qui s'est abstenue. C'est-à-dire que la FNSEA n'a pas voulu qu'on reconnaisse la maladie, qu'il est quand même, maladie de Parkinson reconnue comme maladie professionnelle. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que vous êtes en train de dire, c'est clair. Vous continuez dans le procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Et la justice américaine vient de le dire et elle va continuer de le dire. Il y a une question que j'aimerais poser à Eugénia Pomarez, c'est sur l'ensemble des acteurs de l'UIPP, le chiffre d'affaires des acteurs de l'UIPP. Quelle est la proportion dans le chiffre d'affaires approximatif des solutions que vous fournissez à l'agriculture biologique ? À l'agriculture biologique, alors En proportion de malheureusement, chiffre nous n'avons d'affaires, pas vous avez une de, idée il n'y a pas de statistiques dans ce pays parce que ce sujet, encore une fois, est un peu tabou. L'utilisation de produits phytosanitaires en agriculture biologique ne fait pas objet de statistiques. Donc je ne sais pas. Nous suivons. Vous ne savez pas vous ce que vous fournissez à l'agriculture biologique ? Il y en a pas. Donc je peux vous dire que le cuivre et le soufre, qui sont le quart des tonnages, sont des produits utilisables en agriculture biologique. Mais je mentirais s'il disait que tout ce quart va en agriculture biologique. Parce qu'on ne sait pas. À vous entendre, Bien on a sûr. l'impression que l'UIPP a tout intérêt à soutenir l'agriculture biologique. Or, Mais l'agriculture biologique a besoin de produits innovants. Excusez-moi, je reviens dessus. C'est pas le cuivre et le soufre qui va faire demain le développement de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique a besoin, comme l'agriculture tout court, de produits innovants. C'est ça, c'est vous qui le dites. Si à chaque fois vous prenez la place des agences sanitaires sur des questions de santé, sur des questions d'évaluation, je ne sais pas. Bon, il y a des agences qui existent pour ça. Oui. Mais c'est vrai qu'elles ont été quand même assez boulot. critiquées pour les conflits d'intérêts. En tout cas, l'EFSA, c'est l'objet de plusieurs articles de presse. Critiquer est tout à fait critiquer légitime. Alors moi, je vais revenir quand même sur un point. Ce sera le dernier point, et après nous donnerons la parole à la salle pour qu'elle pose des questions. Juste un point, par rapport à Mme Robin, elle parlait d'agriculture de conservation. Vous savez... Non, surtout pas. J'ai pas parlé d'agriculture. Alors, le sans-labour, vous savez que le glyphosate est un élément indispensable aux agriculteurs qui font de sans-labour. Allez les interroger. Parce qu'on entend beaucoup. Allez les interroger. Parce que si vous ne labourez pas, il faut maîtriser les mauvaises herbes. Je viens de vous expliquer le contraire, madame. Nous allons donner à présent la parole à la salle. Avez-vous des questions ? Comment est-ce que nous faisons pour le micro ? Il est là, il flotte, il court. Tout à l'heure, vous avez commencé, pas de souci. Bonjour, Madame Morin. Tout à l'heure, vous demandiez et vous disiez qu'il n'y avait aucun résultat qui avait pu se permettre de donner du glyphosate à des hommes et d'observer et donc de les nourrir comme ça, et de finalement faire cette expérience qui peut être considérée de façon négative au niveau éthique. Eh bien, en fait, je vais vous apporter une bonne nouvelle. Il y a un article qui est sorti en mai ou juin 2018 dans le journal de la recherche, le journal de le JNC, non, GINC, qui
reprenait les résultats d'une étude qui a été menée sur 20 ans sur des agriculteurs américains qui étaient 50 000 en tout, répartis en groupes, et qui avaient été suivis donc pendant 20 ans en étant non utilisateurs de glyphosate et petits, moyens ou gros utilisateurs de glyphosate. Et donc finalement, cette expérience, elle existe, mais elle n'a pas été faite comme une expérience, comme vous dites. Ça a été un suivi sur 20 ans, et ça a été publié dans une revue scientifique dont vous dites qu'il n'y a jamais aucun, si je peux finir, dont vous dites qu'il n'y a jamais aucun article scientifique répertorié qui puisse dire Ça n'a rien à voir. l'inverse de ce que vous dites. Je la connais très bien, c'est Health. Je la connais très bien, cette Est-ce étude. que je peux finir? Oui, mais sauf que je vous précise ce que vous venez de dire. Mais je voudrais que les gens qui sont ici ne sont pas obligés d'en savoir autant que vous. Et donc pour La le question, coup, posez-la la question, c'est tout. Moi, non. Et donc le résultat, vous avez déjà c'était dit 2 erreurs, donc je suis obligé de les corriger. Je suis le désolée. résultat, c'est pas ça. C'est le premier auteur, c'est Andreotti. C'est tout un groupe. C'est l'Institut national du cancer des États-Unis qui a fait cette étude, qui l'a publiée dans un des meilleurs journaux de cancérologie. Et le Posez résultat, votre c'est question. que la cancérogénèse qu'il y avait sur ces 50 000 personnes pendant 20 ans ne dépendait pas de la consommation du glyphosate. Alors, Il n'y avait aucun effet. Non. Or, ma C'est question, faux. c'est Mais déjà, c'est faux, je vais comment répondre à ça. Andreotti 2018, C'est comment faux. C'est arrivez-vous faux. à dire après qu'il n'y a C'est pas de revue faux. scientifique Eh qui ben, je vais publie, vous le dire parce et que c'est deuxièmement, que cette expérience n'existe pas. Non, alors, je Et la donc, connais je suis content de vous avoir livré ça à monsieur, Mais- Madame mais Morin j'en et parle, monsieur qui manifestement l'ignorent. Je parle dans mon livre de cette étude et je vais vous répondre exactement, c'est même très intéressant. Elle n'est pas du tout. Je connais les scientifiques dont vous parlez, je les ai interviewés. Il y a le professeur Aaron dedans. Je suis allée aux États-Unis, ça fait déjà 4 ans là-bas, les rencontrer. Donc, c'est exactement faux ce que vous venez de dire. Donc, je donne les résultats parce qu'en fait, c'est une cohorte. Donc, ça s'appelle une étude prospective. Vous avez raison. C'est pas 50 000 qu'ils ont suivi, c'est 75 000. D'accord ? Dans 3 États américains où on produit beaucoup de soja transgénique, notamment. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a du glyphosate partout, dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Si vous prenez les résultats donnés par les institutions américaines, vous verrez que le glyphosate est dans toutes les ressources en eau, et dans la pluie, et dans les sols, et dans les aliments. Donc, ils ont suivi, donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils suivent des agriculteurs et leurs épouses. Et ils notent, les gens doivent régulièrement répondre à des questionnaires sur Internet, et s'ils déclenchent une maladie, ils doivent le dire, voilà, tel jour, on m'a diagnostiqué, etc., une maladie. Et puis, est-ce que vous fumez, puis, etc., etc. Le problème, et ça a très bien été souligné par le professeur Aaron dans un article que manifestement vous ne connaissez pas, et qui a été utilisé aussi pour le procès dans le cas du jardinier, c'est que pour que ça marche, ça, vous comparez les résultats de cette population que vous suivez sur 20 ans, par exemple, à une population témoin, d'accord ? Vous comparez, est-ce qu'il y a plus de cancer dans ces agriculteurs qui disent qu'ils ont utilisé du glyphosate, qu'ils ont utilisé ceci, qu'ils ont utilisé ça, est-ce qu'il y en a plus que dans une population témoin ? Et la limite, et c'est ce qu'ils ont très bien expliqué, après il y a la manipulation de l'industrie qui a détourné exactement comme vous venez de le faire, monsieur. Donc quand il y a une étude qui Donc, ne va pas dans votre sens, c'est la manipulation. Oui, parce que ce que je dis là est totalement justifié et montré. C'est qu'ils ne peuvent pas comparer pour le glyphosate parce qu'il est partout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver de population non exposée aux États-Unis. Mais les chiffres sont très clairs. Donc c'est un vrai problème dans les villes. Alors je vais même vous donner une université qui a publié une étude sur la présence du glyphosate dans l'eau de pluie. Elle est tellement présente que c'est d'ailleurs comme en Argentine. Les villes sont les endroits les plus pollués avec le glyphosate aux États-Unis, en Argentine, à cause des vents. Et moi, j'explique dans mon livre comment cette molécule, qui est très légère, va monter et va être transportée par les vents et la pluie. Donc, le problème, c'est que pour que l'étude soit valide pour le glyphosate, pas pour les autres herbicides, parce qu'ils ne sont pas partout, mais le glyphosate est partout. Et pourquoi il est partout ? Parce qu'on a 75 millions d'hectares aux États-Unis d'organismes génétiquement modifiés arrosés de glyphosate ou de Roundup 3 ou 4 fois par an, avec des particularités qui font que c'est le premier polluant des eaux de surface et souterraines des États-Unis. Là-dessus, il y a des études très précises qui sont faites par les organismes américains, qu'on le retrouve dans l'air, qu'on le retrouve dans les aliments. On le retrouve, je vous informe quand même que toutes les études d'imprégnation de la population font que nous sommes tous imprégnés de glyphosate. Moi, j'ai participé à une étude récemment où j'avais donné mes urines. On était une trentaine, mais ça a été confirmé par une étude faite sur 2000 volontaires allemands. Les urines ont été envoyées à Leipzig, en Allemagne, parce qu'en France, nous n'avons pas de laboratoire capable de détecter de faibles taux de résidus de glyphosate. Et moi,
alors qui mangent bio à la maison, mais pas à l'extérieur, j'étais dans la fourchette basse, mais j'avais du glyphosate. La moyenne, c'était 12 fois supérieure à ce qui est autorisé dans l'eau, vous vous rendez compte, hein. On est tous imprégnés par le glyphosate, donc vous comprenez qu'on peut difficilement faire... Et ça, c'est un vrai problème de comparaison. Quel est le sens de comparer les analyses d'urine avec l'analyse de l'eau? Excuse-moi, mais détection, ça ne veut pas dire contamination. Et je vais être en train de Encore vous une dire que fois, nous sommes tous imprégnés scientifiquement, par ça ne l'eau, tient donc pas la pourquoi route. on en a dans nos urines? Alors, C'est on va aller jusqu'au bout. anxiogène sans apporter. C'est pas anxiogène, c'est la vérité. Comme vous vous bouchez les yeux et que vous ne aucune voulez pas en information. tenir compte, évidemment, on peut continuer En comme tant ça, que hein. consommateur, je veux savoir, est-ce que la substance qu'on détecte dans mon sang, dans mes urines, dans mes cheveux, m'apporte un préjudice ou pas? Ah ben oui, je vais vous donner une étude donc, faite en et c'est non, le King et c'est College non, de Londres non. qui montre que des rats Non. à qui on a donné pendant 2 ans, dans l'eau, on a mis du glyphosate à un taux 75 000 fois inférieur à la dose journalière acceptable. C'est Michael Antoniou qui a publié ça dans une revue scientifique de référence. Eh bien, on provoque des dégâts au foie et au rein chez les rats extrêmement graves, dont ce qu'on appelle la maladie du foie gras. C'est une stéatose non hépatique, qui est hépatique non alcoolique, qui est de plus en plus courante en Europe comme en Amérique. On ne sait pas pourquoi, et qui peut donc dégénérer en cirrhose du foie et en cancer. Et cette étude faite par ce Britannique montre qu'à une dose 75 000 fois inférieure à la DGA, vous provoquez chez des rats qui ont bu cette petite quantité tous les jours pendant 2 ans de glyphosate qu'on a dans nos robinets partout systématiquement, de toute façon la preuve c'est qu'on en est tous imprégnés, eh bien vous provoquez des dégâts considérables au foie et au rein. Donc voilà, alors l'étude de monsieur, en revanche, elle est intéressante pour les autres pesticides, cette étude dont vous parliez, parce que comme ils ne sont pas partout les autres pesticides, on peut comparer avec une population de témoins. Donc, si vous voulez, je vous envoie la référence des scientifiques qui ont expliqué leur travail et qui ont expliqué le problème qu'il y avait avec précisément le glyphosate. Voilà. Et moi, je dois y aller bientôt. Je voulais juste vous demander, qu'est-ce qui vous prouve que les traces de glyphosate qu'on a trouvées dans vos urines sont toxiques pour vous? J'ai pas eu le temps d'en parler là, tout à l'heure, parce qu'on a parlé d'autre chose. Mais, donc... Et le glyphosate, il faut savoir que le premier brevet obtenu sur le glyphosate, ce n'est pas Monsanto qui l'a obtenu. C'est une entreprise américaine qui est une entreprise américaine de Stauffer Chemical, qui en 1964 a acheté cette molécule à un scientifique suisse qui l'avait découvert par hasard et qui travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. Parce que ce glyphosate est ce qu'on appelle a une fonction dont on ne parle jamais, et à mon avis c'est très dommage, qui est ce qu'on appelle un chélateur de métaux. Donc la fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une molécule qui est capable de fixer les métaux qui sont dans son environnement et de les rendre solubles dans l'eau. Donc le premier usage du glyphosate, c'était parce que c'est un détergent puissant, il servait à détartrer les chaudières qui sont... C'est pas le glyphosate dont on parle aujourd'hui. Si, c'est exactement le même. C'est exactement le même. Et donc les brevets sont dans mon livre, vous pouvez aller consulter. C'est exactement le même glyphosate. Et c'est précisément parce qu'il a cette fonction de chélateur de métaux que Monsanto a développé un brevet, parce qu'en fait, il a la faculté, ce glyphosate, et donc il y a plein d'études qui montrent ça, hein, de priver les plantes des minéraux qui, dans le sol, il va les chélater, les fixer, ils sont plus accessibles aux plantes, et c'est ça qui va notamment les rendre malades, les plantes, hein, les affaiblir. Et en plus de ça, le glyphosate a une autre fonction qui a été couverte par un brevet en 2010, c'est que c'est un antibiotique puissant. D'ailleurs, le brevet qu'ils ont obtenu, c'est un antibiotique à très large spectre. Donc, il tue les bonnes bactéries du sol. Alors, si vous mélangez les deux, il immobilise les minéraux dans les plantes, le manganèse, le cobalt. Les plantes ont besoin pour se développer. Je ne sais pas, en plus, madame, vous pouvez sortir des affirmations de cette nature-là. Mais vous me prenez pour qui, madame? Je passe 2 ans, vous croyez que j'ai inventé tout ça? Ce sont des brevets, ce sont des études. Je vous conseille véritablement de vous informer, parce que c'est incroyable que vous me disiez ça. Je ne pas de la fiction, moi. Hein. Donc, des études... que les produits arriveraient sur le marché sans aucune évaluation scientifique. Ah ben, on n'a jamais... On est entouré de contaminants. Pour autant, on vit de plus en plus vieux. Non, on ne vit pas de plus en plus vieux. Aux États-Unis, l'espérance de vie a baissé pour la 3e année. Et en Europe, l'espérance de vie en bonne santé baisse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous vivions vieux et en bonne santé. Tout à fait. Ça m'intéresse aussi. Voilà. Donc, ne dites pas ça, madame. L'espérance de vie en bonne santé baisse, y compris en Europe. Et l'espérance de vie tout court aux États-Unis a commencé à baisser depuis 3 ans. C'est la 3e année. Et nous suivons, malheureusement, derrière. Les progrès notables qu'on a pu faire en matière d'alimentation, de santé, de dresser un tableau aussi noir et surtout,
sans dégager aucune piste de progrès par rapport à l'agriculture. Ah, si, Voilà. ça a été dit avant. Je- Peut-être une autre question, madame, monsieur. Non, moi, dans ce débat-là, qui est assez véhément, hein, somme toute, entre des convictions, des certitudes, je vais vous poser une question au fond. À quoi ça sert le glyphosate? Parce que c'est la question, je veux dire, est-ce que le glyphosate est utile? Parce qu'on peut utiliser un produit dangereux. Les humains utilisent des produits dangereux, la voiture c'est dangereux, on peut se tuer en voiture. Donc, est-ce que le glyphosate, ça c'est une question qui me taraude depuis un petit moment, qu'est-ce que ça a apporté au niveau mondial? Est-ce que ça a permis d'augmenter la nutrition dans les pays en développement? Est-ce que ça a permis d'éviter la mort d'enfants ou d'adultes par dénutrition ou pas? Est-ce que Monsanto a le bilan de l'effet positif que ça a pu entraîner dans le monde? C'est une question toute bête. Je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est pas comme ça qu'elle se pose. Moi, je la pose comme ça, quand même. Non, mais la question, si une entreprise faisait le bilan comme ça, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est il y a besoin d'agriculture pour les aliments, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont apportées. Donc, à partir du moment où elles sont encadrées, elles arrivent sur le marché. Les agriculteurs ne vont les utiliser que si elles sont utiles. Oui, Donc, qui dit utile, utiliser d'accord, dit non, mais- utile. Non, mais d'accord, mais si on n'a pas le glyphosate, admettons qu'on faut supprime faire le des erreurs. glyphosate. Actuellement, il n'y a ça pas arrive. d'alternative. Admettons qu'on supprime le glyphosate. Est-ce que si on supprime le glyphosate, est-ce que les 10 milliards de personnes qui vont arriver sur Terre, alors ça va se Je ne stabiliser, ferai on pas un va pas, raccourci de cette nature. va pas Je augmenter ne pourrais là, pas etc. faire un raccourci de cette Pardon? nature. Comment? Je ne pourrais pas faire un raccourci de cette Non, nature. mais moi je le fais. Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, si on supprime le glyphosate, de toute façon, je pense que Bayer, au-delà du glyphosate, il a autre chose. Si on supprime le glyphosate, il y aura autre chose. Est-ce que aujourd'hui, on en a besoin? Et si on en a besoin, peut-on accepter qu'il y ait un danger? Moi, je crois que oui. Si on en a besoin, on peut accepter qu'il y ait un risque. C'est une des solutions pour le désherbage. Ce n'est pas la seule. Vous pouvez faire un désherbage mécanique. C'est ce que font les agriculteurs biologiques. Et comment ils faisaient avant le glyphosate? Et avant le C'était mécanique, glyphosate, avant, il y a une centaine d'années, on envoyait les femmes et les enfants dans les champs pour désherber. Plus personne n'accepterait ça. Il y a Dans certaines certains entreprises françaises qui développent de l'eau chaude. dans Aussi cer- étonnant que ça peut disparaisse. être thermique. C'est pas pour l'agriculture. Voilà. c'est Et ce pour qui le- peut marcher sur des petites surfaces De la petite ne va surface. pas marcher sur des grandes Absolument. surfaces. Donc encore une fois, c'est une palette de solutions. Moi, dans la ferme en Allemagne dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai vu 33 hectares de céréales qu'ils faisaient. Donc toujours avec un mariage de différentes cultures simultanées, n'est-ce pas? Eh bien, ils ne désherbaient jamais, jamais, ni mécaniquement, ni à la main, ni rien du tout. Donc le sol il était tout le temps occupé par des plantes qu'il choisissait lui et qui venaient en combinaison des cultures principales qu'il voulait faire. Et il n'avait pas besoin non plus, et aucun problème avec les fameux bio-agresseurs, aucun zéro. Et donc voilà. Mais moi j'ai vu ça aux États-Unis sur une ferme aussi de 500 hectares, pareil, où on mélangeait les arbres, les cultures, enfin. Et donc le problème, ce sont, je répète, ce sont les monocultures qui sont. Non, parce que je vous ai expliqué le rapport. Vous avez vu, un hectare, par exemple, pour les arbres, arbres et blé, c'est autant que sur 1,7 hectare où vous séparez. Et moi, je suis allée à l'université de Berkeley, où j'ai rencontré un agronome qui m'a expliqué, par exemple, qu'un autre système ancestral au Mexique, mais qui a été aussi pratiqué en Amérique et qui revient de plus en plus. On appelle ça le système Milpa. C'est un système qui fait que sur une parcelle, on plante du maïs, des haricots, les haricots s'accrochent au maïs, et comme les haricots sont une plante qui capte l'azote, et c'est très bon, et on met des courges sur le sol, d'accord, toutes sortes de courges. Eh bien, cette étude de Berkeley, donc université américaine, montre même rapport que dans l'affaire de Christian Dupraz avec ses arbres et son blé, c'est-à-dire que sur 1 hectare en système de 1000 pas, où vous avez 3 cultures, il n'y a pas de mauvaises herbes, parce que les mauvaises herbes, c'est une invention de l'industrie chimique. Les mauvaises herbes, Alors là, l'amarante, celle-là. par exemple, l'amarante, Très forte. l'amarante, c'est extraordinaire. L'amarante, vous savez, elle pousse dans le système de la milpa, en plus des haricots, des courges. L'amarante, on fait des gâteaux magnifiques et tout. Moi, je suis allée aux États-Unis dans les champs de soja transgénique. Voilà, avec l'ambroisie, c'est peut-être un peu moins fan. Hein. Et ils ont tellement passé de Roundup qu'ils ont aujourd'hui 22 mauvaises herbes, entre guillemets, qui sont devenues résistantes au Roundup. Ils ne savent plus comment faire pour s'en débarrasser. Moi, j'ai filmé un grand producteur américain qui veut arrêter l'agriculture parce qu'il ne sait plus comment faire, avec des pieds d'amarante, donc justement, hauts comme ça, résistantes au Roundup. Sauf que au Mexique, juste à côté où on fait ce système, on la mange, l'amarante. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, le problème, c'est ça. On peut très bien
pour répondre à votre question, on est beaucoup plus. Ce que m'explique cet agronome de Berkeley, c'est que les petites fermes sont beaucoup plus productives que les grandes. C'est tout le contraire de ce qu'on veut nous faire croire. Parce qu'elles marient les cultures avec l'élevage, etc. Dans l'utilisation des ressources, elles sont beaucoup plus efficaces. Et intensives. Voilà. Elles sont donc, beaucoup plus intensives. La question, c'est est-ce qu'on peut reproduire ces modèles? bien sûr, ils existent partout. Une question, madame. Oui, Madame. alors bonjour, j'ai une question pour Madame Pomaré. Donc moi je suis conseillère en santé environnementale, donc on a une question qu'on n'a pas abordée, c'est la question de l'utilisation du glyphosate par les particuliers, parce qu'aujourd'hui le Roundup est accessible encore en magasin, les gens l'utilisent sans forcément protection et plus pour longtemps, voilà, jusqu'au 1er janvier 2019. Plus pour longtemps, mais j'ai entendu pas mal de fois autour de moi qu'il y a des gens qui ont fait des stocks pour pouvoir l'utiliser encore pendant des années. Et ça pose le problème beaucoup d'utilisation par les femmes enceintes, parce qu'on sait que l'impact des pesticides sur le fœtus, ça peut notamment engendrer, augmenter le risque d'autisme chez les enfants, et du coup beaucoup de manque d'informations aussi pour l'utilisation des particuliers. Alors, je ne veux pas botter en touche. Moi, au niveau de l'UPP, nous gérons les produits à usage agricole. Et donc, les produits qui ne sont pas à usage agricole, donc a fortiori pour des jardiniers amateurs, ont des profils déjà différents, des contenants différents, très souvent pour éviter justement des risques qu'un particulier, par mes usages, pourrait conduire à une utilisation qui n'est pas optimale par rapport à un agriculteur que lui, il est professionnel, il a les machines qu'il faut, il sait faire les dosages, ainsi de suite. Donc, encore une fois, je pense que la réponse à votre question est dans les conditions d'emploi. Si le produit a été mis sur le marché, les produits qui sont encore sur le marché jusqu'à décembre, la logique est la même, l'homologation est la même, il y a un processus d'autorisation de mise sur le marché et il y a des conditions d'emploi. Alors les conditions d'emploi pour un jardinier amateur, elles sont plus strictes au sens que, effectivement, on doit faire très attention à l'application du produit. Et surtout, si vous lisez les étiquettes, qui est la clé pour tout produit chimique qu'on utilise chez soi, ça peut être pour des produits de ménage, white spirit et autres, il faut toujours lire les étiquettes. Et effectivement, dans certains cas, vous parlez des femmes enceintes et des enfants, s'abstenir d'utiliser ces produits-là par rapport aux risques qui peuvent être avérés, si c'est inscrit sur l'étiquette. Voilà. Une autre Okay, question. j'ai encore une autre question là. Ah, il y a une au fond. Ouais, alors revenons sur un truc, vous avez parlé de l'étude de Christian Duprat, Madame Robin, Oui. qui est à Restinclière, si je me souviens bien, dans l'Hérault, Oui, tout à fait. en parlant d'équivalent de production protéique. Sauf que vous n'avez pas mentionné que Jail utilise du glyphosate. Christian Duprat, pas du tout. Ah, si, Ah non, si, non, vous bah lisez non, son livre qu'il a publié sur moi, l'agroforesterie, non. où il montre des différences, justement, où il fait des expériences Non, pour non. voir les Il différences a de peut-être fait des précipitation. choses avec glyphosate, mais moi, dans la... J'étais à Restinclière il y a 2 ans. Mais moi, j'ai Il filmé utilise du chez lui. glyphosate. C'est pas glyphosate, il me le dit lui-même devant la Et, caméra. Non, c'est pas vrai. Et il y a des parcelles qui sont toujours traitées parce que c'est pas Non, mais il fait une comparaison Attendez, après, évidemment. Il excuse-moi, y a c'est différentes pas parcelles l'INRA. de comparaison. Mais Oui. moi, je parle de celles où il n'en utilise pas et je l'ai filmé et il n'utilise rien du tout. Oui, Rien bref. du tout. Ce Voilà. que je voulais dire, c'est que dans les parcelles, le gros problème, c'est qu'il a laissé un agriculteur s'occuper des... Enfin, le gros problème, ce qui est normal, un agriculteur s'occupe des parcelles. Donc le choix du itinéraire technique ne sont pas du ressort de l'INRA. Et ma question, en fait, c'était plus dans l'acceptation, parce qu'on voit le glyphosate, maintenant, qui est utilisé beaucoup dans l'agriculture de conservation, qui a un potentiel dans la captation du carbone, donc dans le stockage du carbone, donc dans la réduction de l'impact sur le réchauffement climatique de l'agriculture. Et ça peut être utilisé comme levier. Ce que je veux dire, c'est que les agriculteurs, ils ne s'amusent pas à mettre du glyphosate comme ça parce que ça les amuse et parce qu'ils n'aiment pas les mauvaises herbes. C'est aussi un moyen d'entrer en transition. L'interdiction du glyphosate, ça laisse aussi à plein d'agriculteurs, et l'INRA a publié récemment là-dessus, sur l'interdiction du glyphosate, ça laisse... Il y a des verrous techniques auxquels doivent faire face des agriculteurs. Et le problème, je vous donne un exemple. On est en Alsace. En Alsace, on a un vignoble qui est très petit. Dans le vignoble d'Alsace, il y a la moitié à peu près des agriculteurs qui sont plus réactifs. Ce qui veut dire que c'est des gens qui font vivre les vignobles, c'est des petites parcelles. Et pour eux, un des moyens donc ils sont peu mécanisés, et un des moyens qu'ils ont de pouvoir conserver leur rendement, c'est d'utiliser du glyphosate ou des herbicides dans le cavaillon, au lieu de mécaniser. S'ils doivent changer de modèle, ils doivent se mécaniser, ils doivent se capitaliser et éventuellement aussi avoir un accès au marché qui est différent. Parce que c'est des viticulteurs qui ont accès
qui vendent à des coopératives et non qui vendent aux particuliers. Ça veut dire qu'ils seront... Non, mais ça, c'est une Non, autre question. c'est au Alors, niveau- moi, je vais répondre. Ah non, la question Je vais est répondre. au niveau de l'acceptation. Ça veut dire que si on interdit le glyphosate, eh ben, on laisse plein d'agriculteurs face à des verrous. Ils Des peuvent pas. impasses. La chose, Impasses, tout à fait. c'est Ouais, sûr je vais vous de. répondre parce que moi en plus je dois partir après. Là, j'ai un train à prendre. Là où vous avez, là je suis d'accord avec vous et ça je l'ai dit partout. Je pense qu'il faut interdire le glyphosate le plus rapidement possible. Je n'ai aucun doute là-dessus en ce qui me concerne parce que je pense qu'on est tous concernés et qu'il y a des malades partout à cause de cette substance. On n'a pas eu le temps de rentrer plus dans le détail, mais voilà. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, l'interdiction radicale et immédiate aurait l'avantage pour moi de provoquer un électrochoc et à condition qu'elle soit accompagnée, et là vous avez tout à fait raison monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous, je ne vais pas jeter la pierre aux agriculteurs qui sont eux, dans une impasse à cause de ce que l'agro-industrie les a poussés à faire depuis 50 ans. Hein. Moi j'estime qu'ils sont les premières victimes de ce modèle et mon père en est par exemple un exemple. Bon, je vous rassure, la ferme est passée en bio il y a 10 ans après que j'ai fait Le Monde sur le Monsanto. Mais pour vous dire que mon frère avait continué sur le modèle agro-industriel. Hein, voilà. Donc on a besoin d'accompagnement. Pourquoi je dis qu'un électrochoc, c'est parfois très bon pour pouvoir stimuler l'innovation rapidement? Je donne un exemple. Rappelez-vous, 1985, un article qui paraît dans Nature. Il y a des molécules qui provoquent des trous dans la couche de l'ozone. Vous vous souvenez de ça? Et pour une fois, c'est la seule fois dans l'histoire, en fait, véritablement, où on va s'organiser très vite. Vous savez, ce sont les gaz réfrigérants qui, vous vous rappelez, hein, les FS. Merci. Voilà, ils ont un nom. Voilà. Je vais vite. Protocole de Montréal. On se dit tous. Et d'abord, l'industrie dit oh mon Dieu, ça va supprimer des emplois. Toute la chaîne du froid va s'effondrer. Rien de cela ne s'est passé. L'interdiction a fait que ça a forcé à trouver rapidement des alternatives qu'ils ont trouvées. Et vous savez que la couche de zone, c'est pas fini. Elle va mieux, n'est-ce pas? Mais ce que je veux dire, monsieur, là, vous avez raison, et je suis d'accord avec vous. Il faut interdire cette molécule et d'autres, pas que les glyphosates. Là, madame avait raison, c'est devenu un emblème d'un modèle agro-industriel. Mais il faut des moyens pour accompagner la transition écologique, parce que les solutions, on les a. On a partout, et fort heureusement, des gens, Christian Duprat, je donnais cet exemple, mais des gens qui ont... On a la théorie, on a la pratique, fort heureusement. Partout, il y a des agriculteurs qui ont montré qu'on pouvait faire autrement, n'est-ce pas? Et ce dont on a besoin maintenant, c'est une vraie volonté politique d'accompagner cette transition. Et j'allais dire, comme en 1960, quand moi je nais sur la ferme de mes parents, où il y a une grande loi d'orientation agricole, hein, qui a été promue par le Premier ministre de l'époque, avec Edgar Pisani, qui s'en est mordu les doigts après, parce que je l'ai connu, et qui a dit, maintenant c'est fini, la ferme de vos grands-pères, là, on retourne les prairies, on fait du maïs et je ne sais quoi, et vous prenez l'atrazine, qui est le premier herbicide qui est arrivé sur ma ferme familiale, hein, n'est-ce pas? Saloperie interdite aujourd'hui, hein, mais toujours présente dans l'eau. Hein, mais il a fallu des batailles pour qu'elle soit interdite, cet herbicide. Mais on a mis le paquet. On a envoyé des techniciens dans toutes les fermes. Vous voyez, on a fait ce qu'il fallait. Et on peut le faire. Il suffit d'une vraie volonté politique. Et là, vous avez raison. Si on supprime le glyphosate sans dire, maintenant on est là, on va vous soutenir pour aller vers un modèle durable, non toxique, etc., eh bien évidemment que les agriculteurs, ils ont peur. Et je les comprends, vous comprenez? Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, aucun problème. Et je dois y aller, moi. Si je peux ajouter un point, c'est aussi l'aspect couperet. C'est-à-dire que la transition, l'évolution, tout le monde peut être d'accord, mais pourquoi un couperet à 3 ans et pourquoi uniquement la France? Parce qu'en tant que consommateur, je doute fort que nous puissions demain faire la différence entre un produit alimentaire d'ailleurs traité au glyphosate ou pas. Donc il y a besoin d'inscrire dans le temps, il y a besoin de solutions, il y a besoin de transition, il y a surtout besoin, me semble-t-il, de ne pas opposer, de ne pas généraliser à partir d'une étude ou d'un cas, de faire l'agriculture de demain. Ça mérite un peu plus de débat que ça. Une dernière question. Oui, dernière. en fait, c'est surtout pour répondre à la question du monsieur dont, voilà, je ne sais plus où il est. Ah, le public s'interpelle entre vous, c'est magnifique. Simplement parce que je pense que les services rendus par le glyphosate, c'est une bonne question. Et je viens de faire une recherche rapide. Vous avez 3 rapports, l'INRA, l'ANSES et l'Académie d'agriculture, qui justement expliquent les fameux services rendus par le glyphosate. Donc si vous cherchez des informations... Donc ils existent et ils sont importants, ils voilà. sont quantifiés. Merci. Merci.